m'avez dit que c'était une leçon, donc je ne suis pas très coutumier de l'exercice et j'essaye de donner une leçon. Alors, je ne sais pas si ça me convient tout à fait, mais c'est en tout cas l'exercice auquel vous m'avez convié. Et alors, pour préparer cette leçon, j'ai fait ce dessin qui illustre le carton d'invitation avec ce titre qui s'appelle « Patrimoine commun ». Ce dessin, vous l'aurez vu, représente la place Stanislas et le Haut-du-Lièvre à Nancy et associe deux époques, deux histoires dont on reparlera. Et j'imagine que parlant de ce patrimoine commun, on pourrait parler de l'un et de l'autre, de ce qui dit les choses, mais puisque nous sommes dans la salle de la Cinémathèque, en réalité, ce que cette question évoque pour moi tout d'abord, c'est la question de revoir, au fond, cette idée que pour comprendre les choses, pour apprendre à les reconnaître, au fond, il faut apprendre à les voir et donc à les revoir. Et cette idée que pour que un lieu acquiert sa dimension patrimoniale, il fallait le voir et le revoir, me sert d'introduction dans cette salle de la Cinémathèque où Serge Danet disait que, au fond, le plaisir de la cinéphilie, c'était de revoir ensemble des choses. Et donc, d'une certaine manière, je vous invitais à voir et revoir un certain nombre de lieux et d'entreprendre, comme nous en avons la coutume, des visites. Pour écrire, on a aussi besoin, enfin j'ai besoin en tout cas, des images. Et la question qui se pose, c'est peut-on parler finalement? La langue peut-elle se former à propos des images? Y a-t-il un lien entre les pensées, les mots et ce qu'on l'on voit? Quand je suis assis à ma table de travail, je vois le jardin, le bureau des paysages, dit-on, mais je vois aussi la ville au-delà, les coteaux du Kremlin-Bicêtre. Et je pense à ce qu'écrivait Denis Diderot à propos du salon de 1776 dans un recueil intitulé « Ruines et paysages », où on voit se former les idées. Et ce qui est très intéressant dans cet écrit et dans ce recueil de notes, c'est qu'on voit les idées se former à propos de la découverte de tableaux au salon, donc au salon de 1776. Et ce qui est très intéressant, c'est que découvrant les peintures d'Hubert Robert, il décrit les tableaux et en même temps lui viennent des idées. Et ce qui me plaisait dans ce récit, c'est que d'une certaine façon, il se met à parler en regardant. Et c'est très exactement ce qu'à ma manière, en tout cas, je vais essayer de faire. Donc, d'où parle-t-on? De là, c'est-à-dire de cette table, de cet écran posé devant ce qui est au-delà des vitres de cette serre. Et à ce moment-là, je me pose la question, au fond, de qu'est-ce que je vois et du rapport entre ce que je vois et ce que j'écris. Et vient cette idée du patrimoine commun, des mots seuls
Et je pense à ce moment-là à une phrase de Walter Benjamin qui parle du regard figé d'effroi de l'ange de l'histoire et dit que les yeux écarquillés, il ne voit qu'une seule et unique catastrophe qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré, mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir, auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. Et je songe à cette phrase en regardant dehors, et je me dis, voilà, quelques jours après avoir commencé à penser à ce que je pouvais dire à propos de ce patrimoine commun, il a neigé. Vous me direz, ça n'a aucune importance. Le temps n'a pas d'importance, mais qui pourrait penser, au fond, que le temps n'a plus d'importance, que le temps qui fait n'a plus d'importance, et que ce temps qui se déroule devant nous comme une sorte de théâtre climatique, le temps qui passe, ce temps des jours qui transforme le paysage que je vois par la fenêtre, m'amène aussi dans le monde, dans la lecture des journaux qui arrivent dans ce lieu à la fois isolé et ouvert sur le monde, et arrivent les nouvelles des destructions, du tremblement de terre d'Haïti, et je vois dans le monde l'image de cet homme enjambant des cadavres en traversant une rue. Et je pense nécessairement à la guerre. Je pense à la guerre parce que cette question du patrimoine appelle cette autre question de la destruction. Et que cette destruction a traversé le siècle que nous venons de quitter et qu'elle frappe à notre porte de jour en jour et qu'elle se présente au fond comme une sorte de rappel douloureux, violent de notre destin. Et je vois cet homme enjambant les cadavres en traversant une rue et je ne peux m'empêcher de penser que notre activité, notre rapport au monde a à voir avec cela, avec cette image-là, avec cette violence et cet épouvantable spectacle de la destruction, et puis en même temps, l'incroyable élégance de cet homme qui enjambe les cadavres et qui entreprend devant nous une sorte de danse comme ça, au-dessus de ces gens inanimés au milieu de la rue et qui l'empêche d'avancer. Et je pense que, voilà, nous en sommes là d'une certaine façon. Nous en sommes là avec le monde et nous en sommes là avec cette question du patrimoine. Et en même temps qu'arrivent ces nouvelles, pour préparer ce cours, cette leçon, ce discours, je m'étais plongé dans un livre qui, sur les étagères de la bibliothèque, avait attiré mon regard. Son titre, c'est « De la destruction comme élément de l'histoire naturelle ». Il est écrit, et c'est une conférence prononcée par W.G. Sebald, auteur allemand, et qui dit la difficulté de retrouver une langue, la difficulté d'imaginer une place pour la littérature après la destruction des villes, la destruction massive des villes allemandes, cet anéantissement
ce néant. Et il cite la quantité de mètres cubes de gravats, de destruction par habitant et par ville. Il dit qu'il y avait 42,8 mètres cubes à Dresde et 31,4 mètres cubes à Cologne. Et je pense à cette idée de la préservation, de la conservation, de cette loi qui arrive en 1913, à la veille des destructions qui allaient emporter comme une sorte de cataclysme l'Europe entière. Et je pense au sens que peut prendre l'idée de la protection des sites et des monuments. Je pense au sens que peut prendre, au fond, l'idée de garder intacte une partie du territoire, une partie seulement, et laquelle ? Laquelle choisir, finalement ? Laquelle désigner comme étant préférable aux autres ? Laquelle devrait échapper à cette destruction ? Je pense aussi, puisque on est à la fois isolé et relié au monde, je pense au film de Jia Zhangke, Still Life, tourné dans la ville de Fenje, en amont du barrage des Trois Gorges, et à ces hommes détruisant à coups de masse la ville pour faire place à ce que Walter Benjamin appelait sans doute le progrès. Et je sors dans le jardin et je vois ces murs qui protègent le domaine, qui protègent le jardin, ces murs de la protection, ces murs qui protègent le patrimoine, ces murs qui nous enferment et nous relient, nous enferment dans nos exceptions et nous relient au monde. Et je vois que ce mur nous conduit aussi et nous relie à d'autres réseaux. Et je vais au-delà, là où me porte ce mur, le long de l'aqueduc de Médicis, qui alimentait Paris en eau, et le long duquel se trouve l'endroit reclus dont je parlais tout à l'heure. Et à ce moment-là, je pense, en revenant dans la serre, qu'il est tout à fait utile, qu'il est tout à fait intéressant de parcourir le monde, d'aller et venir, et d'une certaine façon, dans cette itinérance, dans ce nomadisme, choisir les endroits où on peut planter sa yourte. Cette sorte de yourte métaphysique, si vous voulez, qui nous invite comme ça à une curiosité envers ce monde dont on voit qu'il est dramatiquement cruel, terrible, menacé, menaçant, et en même temps plein de ressources. Et en allant essayer de comprendre un jour et de parler avec mon jeune fils Ilia de l'endroit où j'avais passé les premières années de ma vie, nous sommes allés à Saint-Denis, dans le centre de Saint-Denis, et là, nous sommes tombés par hasard sur un petit conteneur qui était placé devant le théâtre Gérard Philippe, où Olivier Darnay avait placé quelques ruches. Et on voyait là des abeilles butiner, polliniser la ville pour fabriquer ce miel de pays, garantie pur soleil de Saint-Denis, le miel de béton. Celui de ces abeilles butineuses qui allaient ici et là chercher leur butin. Et je pensais au sens particulier que prend le mot patrimoine lorsqu'il évoque le patrimoine génétique, lorsqu'il évoque le patrimoine auquel s'intéressaient les botanistes, et j'évoquais comme ça dans mon souvenir et
cette idée de la conservation et de la manière d'inventorier la diversité des caractères génétiques des plantes cultivées. Et en fonction notamment de l'influence qu'exercent sur les plantes cultivées leur lieu d'origine. Et là, devant le théâtre Gérard Philipe, à Saint-Denis, où mon fils me demandait si c'était une banlieue chic ou non, je cherchais au fond à savoir quelle valeur pouvait-on donner aux choses et quel était le sens finalement de ce patrimoine commun. Et je me souvenais finalement de ce sacrifice fait par ceux qui conservaient cette diversité génétique. Et je pensais notamment à Nicolas Vavilov, un botaniste russe mort en déportation en Sibérie, pour avoir finalement voyagé à l'intérieur de ces espèces et décrit leurs plus infimes différences, les caractères les plus fins qui pouvaient différencier une pomme d'une autre, une carotte élevée ici d'une autre élevée là, cultivée. Et je pensais à cette culture de l'infime différence dans cet endroit où, dans la ruche du théâtre Gérard Philipe, il était question autrement de ce patrimoine qui nous est commun. Non plus comme un lieu que l'on devrait ou protéger ou détruire, mais comme un endroit, pardonnez-moi, que l'on pourrait cultiver. Et là, on peut aussi, au mois d'août, à Paris, ou dans le Grand Paris, dit-on, aller au bord de la Seine, dans cet Eldorado du dimanche, près du pont du Port à l'Anglais, à Vitry-sur-Seine, en famille ou entre amis, profiter de notre bien commun, de ce patrimoine commun pour nous autres, nomades d'un jour, dans ces endroits où le territoire nous appartient, où il est nôtre et où nous pouvons en profiter. On peut aller là en trouvant son chemin, en trouvant un chemin dans les lignes que dessine dans la ville le ciel et se fier à son instinct, se repérer. On peut aussi chercher à trouver sa route et comprendre, en photographiant le petit écran dans le taxi qui me ramenait à Roissy, que la carte n'est pas le territoire. Et donc, comment voir et comprendre tous ces territoires dont on ne comprend rien, et que faire de cet héritage qui nous embarrasse tant et dont on ne sait dire s'il est patrimonial ou non, dans ces diversités, dans ces différences. Et là, aller à Nanterre, dans l'université, voir au bout de cette rue déserte un bâtiment sous le soleil, construit par Édouard Albert, savoir que ce territoire a désormais peut-être une autonomie administrative, qu'il est géré par un EPASA, un EHPAD, qu'il est un territoire, un OIN peut-être. Est-il un territoire patrimonial? Dans cette université de tous les savoirs ou du gai savoir, quelle est la part de cet héritage commun? Est-elle seulement réfugiée dans la ferme du bonheur, chez Roger Després, près de cette gare de la Folie, où un jour du 27 mars 2002, Richard Durne tua 8 des conseillers municipaux et en blessa 8 autres? Est-ce dans cet endroit où le conseil municipal se réunit après pour retrouver la force de parler et d'être ensemble? Est-ce là
où, dans ce lieu, au pont de Rouen, où nous sommes en train d'étudier les possibilités de cet endroit. Et nous nous demandions l'autre jour, en lisant l'article du PLU consacré aux constructions neuves sur le territoire de Nanterre, et en le lisant face à cette image, par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs et les dispositifs liés aux énergies renouvelables, les constructions devront être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées. Vous y voyez de l'ironie? Eh bien, peut-être pas. Peut-être que cette phrase est à prendre au sérieux. Peut-être qu'effectivement, il faut trouver là les raisons d'une harmonie. Là, près du pont de Rouen, sur la A86, à 2 pas de la Seine et de la ferme du Bonheur qu'on vient de quitter, là où l'on voit Paris autrement, dans ces paysages connus et inconnus, dans ces réseaux de transport situés dans la grande ville, dans ce faisceau de voies qui montre autrement la ville, nous interpelle. Et je pense qu'en face de ces images, effectivement, il faut prendre au sérieux cette phrase du PLU et faire, à partir de là, œuvre d'invention, de compréhension, et peut-être être en harmonie avec ce paysage. C'est sans doute ce que nous avons tenté ailleurs, et qu'aujourd'hui nous nous appliquons à inventer là, dans cet endroit qu'on vient de quitter. Pour inventer, il faut aussi inventer des mots, les publier, dire autrement les choses. Est-ce que c'est dire autrement la même chose ou dire autre chose? Dire autre chose d'une autre manière? Est-ce que c'est parler, lorsqu'on évoque le plan guide, d'une autre manière de faire des plans masse, de faire des schémas directeurs, de faire des master plans? Ou est-ce au fond une manière d'aller à la recherche de cette harmonie dont le PLU de Nanterre nous vantait les mérites? Le plan guide, c'est ces deux documents réunis, même à l'état d'esquisse, dans la première publication que l'on en fit, l'état des lieux et le projet. Et c'est les deux en même temps. Ça n'est pas l'un puis l'autre, c'est les deux, c'est-à-dire la possibilité d'aller de l'un à l'autre et de se servir de l'un pour comprendre l'autre, peut-être de se servir du projet pour comprendre l'état des lieux. Peut-être apprendre comme premier acte sur le territoire à le regarder, à penser que cet aménagement est effectivement un enjeu culturel, que le territoire est un enjeu culturel et non pas seulement une exception, que ce territoire appelle un regard, celui ici du photographe Arnaud Dubois-Freinet qui nous accompagne ici et là, compagnon de route, aurait-on dit en d'autres temps. Et pour cela, il faut aussi un observatoire. Et cet observatoire est un lieu, un atelier, un lieu qui est aussi une fenêtre ouverte sur le monde, qui est un lieu d'observation et de transformation, et qui est un lieu d'observation parce qu'il est un lieu de transformation, et qui est aussi une façon de transporter cette yourte et de la planter ici et là pour prendre place dans ces états des lieux, comprendre d'où nous parlons,
de quoi nous parlons, représenter la vie, la dessiner, la représenter avec un égal soin ce qui existe et ce qui adviendra, ou ce que l'on imagine qui devrait advenir, pour qu'il y ait ce lien sans cesse renouvelé entre ce qui est là et ce qui pourrait advenir. Et représenter ce qui pourrait advenir avec une égale précision, quand bien même les projets qui sont représentés sont des projets dans un état d'esquisse improbable. Et donc on voit bien que cet état, ce rapport au projet, cet état des lieux critiques, ce projet informé par l'existant qui informe le projet, est une manière d'établir un rapport entre ce patrimoine commun et notre façon de le comprendre et de s'en emparer, pour à la fois relever et révéler ce qui existe, pour, dessinant la rue et ce qui est déjà là, comprendre qu'elle est une exception dans ses différences, et qu'on ne saurait ici désigner ce qui vaut comme élément de patrimoine et ce qui ne vaudrait pas. C'est bien l'assemblage de tout cela qui est notre patrimoine, ou qui est en tout cas ce sur quoi, à partir de quoi nous allons travailler. Et ce patrimoine est bien fait de cette addition et non pas de ce retranchement. Il est bien fait de tout cela, de toutes ces constructions dans leurs différences, dans leurs moindres différences, différences de taille, différences de hauteur, différences d'époque, différences de mode constructif, différences de matériaux, rien de ce qui pourrait être enfermé à l'intérieur d'un règlement, d'une description générique ou même d'une volonté quelconque de vouloir préserver tout cela en décrivant ce qu'elles auraient de commun. Et ce qui est très intéressant à partir de là, c'est qu'à partir de cet état des lieux, à partir de cet état des choses, on comprend qu'on peut écrire une règle finalement plus libre. Parce que tout se passe comme si ce territoire qu'on a dit patrimonial, avait une réserve de liberté, d'imaginaire, de diversité bien supérieure à la capacité que nous-mêmes pouvons développer à l'envisager. Comme si, tout d'un coup, la scène se retournait et que nous n'étions plus seulement en train de regarder ce territoire, mais que ce territoire était en train de nous regarder à son tour et d'éclairer, au fond, la manière dont nous-mêmes, nous pouvions le transformer, devenir en quelque sorte un réservoir d'imaginaire pour qu'on puisse apprendre à cultiver les différences, mais aussi les ressemblances. On peut voir comment on peut relever, imaginer, provoquer et faire en sorte que le projet soit une façon de transmettre cette interrogation, de transmettre ce rapport qui peut exister entre ce qui existe, c'est-à-dire ce que l'on aura vu, et inciter quelqu'un d'autre à faire à partir de là. Comme si le fondement même de l'urbanisme s'inversait, qu'il ne s'agissait plus d'interdire, mais de permettre, et d'imaginer que ce qui existe, au fond, libère des possibilités plus grandes, peut-être, que celles que nous savons nous-mêmes décrire, et que le récit, en tout cas, a besoin de se construire entre ce qui serait là et ce que l'on inventerait. Et c'est ce qui se passe ici, à partir de cette halle que l'on repère, que l'on transmet, que l'on imagine comme porteuse d'un autre programme, et que l'on transmet aux architectes du groupe Forma 6 pour qu'ils y construisent un autre bâtiment situé autrement dans la ville. Et vous voyez que, pour passer de cette image de l'état des lieux à simplement l'ouverture de cette rue, on voit cette halle être elle-même et prendre une position un peu différente dans la ville. Et puis, on la voit
découvrir ce qui était caché derrière ces bardages, c'est-à-dire cette structure qui est sa véritable capacité à être réutilisée et transformée. On voit ce qui est transmis finalement et ce qui est et comment ces bâtiments, construits ici par les architectes Formassis à Nantes, au fond, poursuivent un récit, chacun le poursuivant à sa manière. Et puis, on revient au plan. Et si vous regardez le plan, vous verrez qu'il est fait autrement que ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Parce que ce plan n'est plus seulement le plan du projet et le plan de l'état des lieux, il est le plan de l'état des lieux sur lequel a été représenté ce qui a été fait. Et ce qui a été fait pendant la période dans laquelle on a travaillé, ce qui vient juste d'être fait, est mêlé avec le plan d'état des lieux. Au fond, ce qui vient d'être fait partie du même fond de plan, et réuni avec le reste, avec ce qui est là de longue date, pour ne former plus qu'un seul plan. Et nous nous approchons de ce plan, enfin, nous nous approchons ou nous nous en éloignons. Je ne sais jamais, d'ailleurs, si quand on s'approche d'un plan, c'est comme si on le survolait de plus haut, aussi au contraire, on descendait comme ces avions qui survolent les villes pour reconnaître finalement, on appelle ça un vol de reconnaissance. En général, c'est d'assez mauvais augure. Ça pourrait être le présage d'une guerre. Et ce plan, cette représentation de la ville, pourrait être le signe que ce vol de reconnaissance n'est pas un vol pacifique et que cette vue d'au-dessus de la ville, cette façon de survoler la ville, serait finalement la façon dont on la survolerait dans ce monde qui allait se préparer à la guerre, à la destruction, voire à la reconstruction, avec la même violence. Donc voilà l'avion qui survole la ville. On est au lendemain de la guerre. Nous sommes après les bombardements dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes peut-être vers 58. Le pont transborder n'a pas encore été démoli. L'avion d'Air France survole les chantiers qui sont encore en activité. On est au-dessus de Nantes. On est au-dessus de Nantes et sur le bureau, je vois le livre de Le Corbusier qui s'appelle Aircraft en anglais et qui raconte comment, survolant une ville d'Umzab, avant-guerre en 1935, mais c'était aussi après-guerre, il voit tout d'un coup non seulement la ville, non seulement son plan, non seulement les rues et les maisons, mais assemblés pour la première fois en une seule image instantanée, les gens qui courent et qui font des signes à l'avion. Comme si tout d'un coup, la vue d'avion révélait une autre dimension de la ville, qui est sa dimension vivante. Comme si ce qu'on voyait de cette vue d'avion était aussi porteur d'un espoir extraordinaire, celui d'arriver à saisir la vie en train de se dérouler dans la ville. Comme si tout ceci n'était pas seulement un décor, mais était le théâtre finalement d'une vie, comme celle-là, comme celle qu'on aperçoit, comme cette mémoire des chantiers, comme cette mémoire aussi du site, parce que voilà, elle est faite de toutes ces mémoires, mais ne sommes-nous pas là, un an après la fin de la guerre d'Algérie, sur le site des chantiers, avec ces grues qui tournent encore pour un moment dans le ciel, et les camélias blancs arrivés à Nantes à cause du commerce triangulaire et de ce qui a fait la prospérité de cette ville.
Donc, pour commencer les travaux, et commencer les travaux, c'est aussi comprendre. Et pour commencer les travaux, il faut aussi ouvrir le site, dégager le site de ce qui empêche de le voir, pour le voir autrement. Et regarder cette image. Que voyons-nous? On pourrait dire rien. On pourrait dire c'est un site plat, il n'y a strictement rien. Et puis on peut la regarder de nouveau, la regarder attentivement et se dire quels sont ces signes, quels sont ces indices. Nous permettrait-il d'entreprendre un projet et comment? Et comment se servir de ça comme étant notre patrimoine commun? Et comment confronter cette image à celle qu'on voyait si vivante, si saisissante de ces chantiers en activité? Comment penser que cette ville qui est sous nos yeux n'est pas une ville après le bombardement, après une autre destruction? Et comment arriver, en regardant cette image, à comprendre que là était l'activité, était la vie, était l'animation? Et comment comprendre ces signes qui sont sur le sol si on ne se souvient pas? Et si au fond la vision de ces images n'était pas une vision dans laquelle, dans le même mouvement, comme sur ces plans où on se projette dans l'état des lieux et dans le projet, on regardait en avant et en arrière, mais en même temps. C'est-à-dire, en regardant cette image, on peut à la fois se souvenir et voir comment ça pourrait devenir. Et faire les deux au même moment et de la même façon, comme si ces deux activités étaient liées, ou se succédaient, ou se bousculaient, j'allais dire. Et puis, à partir de là, imaginer les choses autrement. Mais les imaginer autrement sans penser que cette image va se substituer à la première, en pensant que cette image n'a pour vocation que de permettre de comprendre la première, pour entreprendre des projets et pour se livrer à un travail où cet endroit se trouve à la fois révélé, ouvert, peuplé, vivant, mais en même temps à partir de là. C'est-à-dire en revenant en arrière et en se souvenant de la première fois qu'on va voir cet endroit, qu'on visite ces nefs, du sens que peuvent prendre ces traces, de la règle qu'on peut imaginer pour en préparer la transformation, et de comprendre que les dessins ne se substituent pas à la réalité, mais sont destinés à y être confrontés, Et que l'espace dans lequel le projet s'accomplit, dont on ne sait s'il est une destruction ou une renaissance, c'est l'espace des travaux, où l'on voit les choses se métamorphoser, se transformer sous nos yeux pour prendre à ce moment-là une autre substance, pour devenir des lieux qui sont à leur tour réinvestis par d'autres activités, d'autres projets. Ici, la construction de l'atelier de la machine à l'intérieur des nefs que nous avons nous-mêmes réparées, transformées, révélées, d'une certaine façon inventées ces nefs qui étaient déjà là, les fabriquer, les revisiter pour que d'autres puissent poursuivre ce récit, construire autrement et continuer à construire à l'intérieur de ce qui aurait été construit autrement par Patrick Bouchain et prolongé ici par François de la Rosière. Comme si ce travail sur les machines, sur ces mécaniques qui redonnent vie à ces lieux, ne pouvait se faire, au fond, qu'à partir de ce regard double et de cette transformation, à la fois devant et derrière, à la fois dans cette transformation et cette mise en œuvre, ce chantier, pour que l'action de reconstruire, de découvrir une autre lumière, soit aussi une reconnaissance de ce qu'on peut appeler le patrimoine industriel, mais pris d'une autre façon, sous un autre jour,
comme un lieu dans lequel petit à petit se révéleraient au fond les couches successives de ces mémoires, mais éclairées en quelque sorte par le chantier, éclairées par la transformation même, éclairées parce que la mise en œuvre même appelle de rapport dans ce travail de projet qui s'apparente au dialogue. C'est-à-dire, quand vous regardez cette image, notre action, ce qui existe, la manière de nettoyer ce mur, la manière de reposer cette baie, la manière d'imaginer même une autre utilisation pour cet endroit, le site, le programme, le projet, la manière de le faire, la manière d'engager tout ça est une façon d'entreprendre un dialogue. Et d'imaginer que les deux plans du plan guide, l'état des lieux et le projet, ne sont pas seulement deux plans, mais sont en vérité ce territoire-là, cette image-là, ce plan de cette façade, ce sol-là, qui sont en réalité le plan guide réalisé, qui ne sont pas un projet à l'intérieur du plan guide, qui ne sont pas quelque chose qui advient à l'intérieur du plan, mais qui est tout simplement la matérialisation du plan. Comme si ce que vous voyez là sous vos yeux n'était pas quelque chose qui arrive après qu'on en ait fait le plan, mais quelque chose qui manifeste physiquement ce qu'est un plan, c'est-à-dire ce regard qui est à la fois une manière de comprendre ce qui existe et de se projeter vers ce qui pourrait advenir. Comme si ce que l'on voit là n'est pas l'illustration du plan, mais véritablement le plan lui-même. Comme si ce qui est dedans et ce qui advient de la transformation de ce site, de la révélation de cette cale construite après les bombardements de 1943 et qui ne peut pas être de même nature que celle construite avant ces bombardements, comme si là, au fond, était une écriture différente de ce plan. Comme si là se jouaient d'autres points de vue sur la ville, une manière finalement de redonner aussi un sens à ce qui était là avant que nous intervenions. Cette passerelle, ces bâtards d'eau, les bâtiments du quai de la Fosse, tout ceci prend place, était déjà là, et prend place à l'intérieur d'un parcours dans une sorte de familiarité avec ce qu'on aurait nous-mêmes ajouté ou avec ce qui aurait été révélé, entretenant la confusion entre ce qui aurait été fait et ce qui aurait été trouvé sur le site, ce qui aurait été déjà là et ce qui aurait été révélé. Et comme si d'ailleurs, pour aller rechercher les traces des choses, il fallait entreprendre des fouilles. Comme si la fouille pouvait être aussi une manière de révéler ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure dans cette image et qui était enfoui sous la prairie. Comme si le verre, à un moment donné, cette pelouse, avait recouvert la réalité de ce site et comme si, désormais, il fallait la révéler, la découvrir pour inventer d'autres lieux. Inventer avec ces chemins de grue, ces cales de lancement, d'autres lieux, d'autres programmes, d'autres usages. Et trouver dans ce rapport-là une incroyable liberté qui fait qu'aucun plan validé, aucun plan tamponné par aucune administration ne nous a permis de faire ça. Et ce que l'on retrouve au travers de ça, ce que donne finalement ce rapport aux choses et au patrimoine, c'est tout simplement la liberté de procéder et de faire qu'au travers ce plan révélé se joue dans la construction même des lieux une autre chose qui serait la représentation de notre espace commun. Comme si ce qui se représentait au travers des projets n'était pas l'illustration de quelque chose qui serait décidé, mais permettait de mettre en scène la décision politique.
La décision est la part de chacun et sa part critique. Comme si cet espace qui se recrée devant vos yeux n'était pas le résultat, mais la condition d'un dialogue. Comme si le fait que nous ayons un dialogue entre ce qui est déjà là et ce que l'on fait laissait la place à d'autres pour d'autres dialogues. Comme si ce chantier de la ville en train de se transformer pouvait enfin s'ouvrir au public. Et à partir de là, à partir de ce plan, pour comprendre que n'est aussi avant et après, j'ai un jour, en compagnie de Caroline Champetier de Ribes et de Patrick Bouchin, qui doivent consacrer à cette traversée un livre aux éditions Actes Sud, et Caroline Champetier de Ribes, qui est opératrice de cinéma, racontait dans une émission dans laquelle je l'avais entendue sur France Culture que son métier, c'était de faire des plans. Et cette coïncidence m'a beaucoup frappé, parce que je me suis dit finalement, voilà, dans cette salle de la Cinémathèque, le métier de cinéaste consiste aussi à faire des plans et à monter cette réalité, à la revisiter. Et en faisant cette promenade dans l'île, on s'est dit, on peut, en visitant l'île, en la traversant, on a aussi traversé les parties de l'île qui n'avaient pas été transformées. Et en revoyant ces photos, je me suis dit, ce qui est intéressant, finalement, c'est de voir ces parties qui n'ont pas été touchées et de les penser par rapport à celles qui ont été transformées. Et de dire celles qu'on vient de voir et qui ont été transformées, qui ont été bouleversées, qui ont été révélées, est-ce qu'elles permettent de regarder celles-ci encore? Est-ce qu'elles les disqualifient ou est-ce qu'elles leur donnent un autre sens? Ou est-ce qu'elles leur... Au fond, est-ce qu'elles leur laissent leur place? Est-ce que, après les travaux, le passé continue? Est-ce que ce moment des travaux, ce moment où le chantier peut s'arrêter, ce moment où le projet peut s'arrêter, est-ce qu'il laisse une vacuité ou est-ce qu'il laisse un dialogue de nouveau entre ce qui a été fait, ce qui était là, et ce que l'on peut revoir, ici sur le pont de Pyrmide, ou ici où l'on peut d'ailleurs, et je me suis pris à ce jeu, voir dans cette image des signes de ce qui nous avait fascinés, et dans ces affleurements de gazon entre les rails, les prémices ou les traces de ce qui resterait d'un projet. Et à partir de cette vision-là, se demander, lorsqu'on entreprend ce type de travaux, si on est en train de démolir ou de construire. Si ce que l'on voit là, c'est des gens en train de défaire ou de faire. Est-ce qu'ils sont en train de déposer ces pavés ou de les reposer, de découvrir ces rails ou de les poser à nouveau? Et à ce moment-là, sur ma table de travail, arrive, par le journal Le Monde, un article d'Edgar Morin dans Le Monde du 11 janvier. Et cet article s'appelle « L'éloge de la métamorphose ». Et au fond, en lisant cet article, en recevant à ce moment-là un message de Patrick Henry qui me conseille de le lire, il me signale cette phrase sur la métamorphose versus la révolution. Et je me dis que l'activité qu'on est en train de mener, elle a quelque chose à voir avec la métamorphose, et que la métamorphose, elle a à voir avec celle du patrimoine et celle de la transformation de notre patrimoine commun. Comme si tout était déjà là, mais tout devait être repensé, réassemblé ou laissé.
comme si on pouvait passer du meilleur des mondes à un monde meilleur, comme si cet art de la métamorphose était une façon, alors pour reprendre ce qu'en dit Edgar Morin, il dit l'idée de la métamorphose, plus riche que l'idée de la révolution, on garde la radicalité transformatrice, mais la lie à la conservation de la vie, de l'héritage et des cultures. Donc pour passer du meilleur des mondes à un monde meilleur, il faut pouvoir conserver, transformer et imaginer que notre action est une action relative. Et distinguer peut-être dans les images que nous produisons, dans l'attention qu'on peut porter aux choses, ce à quoi on touche et ce à quoi on ne touche pas. Et de dire que le projet n'est pas la partie rouge transformée, n'est pas seulement la partie bleue conservée, mais qu'elle est les deux au fond. Elle est ce rapport-là, elle est ce moment où l'une et l'autre se rencontrent. C'est précisément ce qu'on proposait au jury de la place de la République, en refusant de considérer qu'on allait destiner la place de la République qui existait déjà, mais en imaginant que la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de la transformer. Puisqu'après tout, faire un concours sur l'aménagement de la place de la République, d'aucuns pourraient imaginer qu'ils vont véritablement dessiner la place de la République. Or, la place de la République, comme chacun le sait, existe. La place de la République existant, ce qu'on peut faire, c'est d'en modifier les conditions, finalement, de la transformer. Et pour la transformer, encore faudrait-il être assez clair sur ce qui existe et qu'on conserve, qu'on répare, et sur ce qu'on introduit de nouveau, sur ce dialogue qui peut s'introduire, y compris dans la figuration des choses. Comme si l'image ne pouvait pas être une image de cette totalité, mais une image de deux réalités qui seraient en confrontation, la rouge et la bleue, forcément sur la place de la République. Et que ce rapport-là, il est aussi le rapport de ce que l'on voit et de ce que l'on ne voit pas. Et que dans ce qui est montré et ce qui est caché, dans ce rapport de ce qui est déjà là et de ce que l'on ajoute, se situe au fond la permanence de cette place, la permanence de son histoire, l'idée qu'elle n'appartient sans doute pas complètement à ceux qui la transforment et qu'elle appartiendra sans doute à ceux qui l'occuperont d'une autre manière. Et que le projet, il doit aussi dire ça. Il doit aussi être dans cette position, quitte à ne pas être compris. Mais il est important d'affirmer, en tout cas c'est ce que je pense, cette position, parce qu'elle me semble redistribuer les choses. Et dire que ce plan n'est pas notre plan de la place de la République. Il est la façon dont nous pouvons prendre position sur la place de la République. Et que la place de la République, elle est nôtre, elle est vôtre. Et que notre façon d'y intervenir est seulement celle-là, la nôtre, celle que nous proposons et celle qui nous permettrait peut-être de la partager. Parce que c'est bien cet écart qui existe entre ce qui est là et ce que l'on fait qui permet d'ouvrir un espace public, qui permet de l'ouvrir dans le sens où il peut être partagé. Et je voudrais vous montrer en 4 images comment se joue cette idée de la transformation, voire de la métamorphose. Ici, dans le parc Paul Mistral, à Grenoble, avant et après. Le même endroit, avec le même candélabre, les mêmes arbres, le même sol, la même fondation, d'autres usages rendus possibles par le minimum de travaux, par un travail qui permet à peine d'identifier ce qui serait nouveau et qui pourtant change tout. Comme ici, sur un échangeur hérité d'une période plus faste, où nous avions considéré, faute de moyens d'ailleurs, heureusement, que ce qui était là pour pouvoir faire que le parking devienne parc, que le parkway devienne parc à son tour, imaginer comment changer l'échangeur,
comment métamorphoser ce paysage égal à lui-même, avec les mêmes éléments, le même enrobé, les mêmes arbres, le même bâtiment, la même tour, les mêmes horizons, les mêmes perspectives, mais à un autre endroit. Avec le minimum d'intervention, le minimum de travaux pour obtenir la plus grande des métamorphoses. Et c'est exactement la question que nous nous sommes posée à Saint-Étienne, ou que nous nous posons sur la plaine, cette plaine des manufactures, cette plaine de la manufacture et de la plaine Achille, qui nous a paru dans un premier temps indéchiffrable, incompréhensible, dont on ne pouvait comprendre finalement les logiques. Et on a essayé d'imaginer comment ce qui était là, ce que l'on voit avec ce dôme construit selon les principes de Buckminster-Fuller, ces alignements de platanes, ces étendues, comment imaginer qu'à partir de là, on pouvait, que ce qui était là étaient les fondations, les prémices d'une ville. Cet ancien atelier, un lieu d'accueil, peut-être pour une université, un lieu d'enseignement, et que d'une certaine façon, à partir de cette exception, à partir de ce théâtre de l'industrie, à partir de ces lieux marqués par l'exploitation industrielle, imaginer qu'ils pouvaient être les points de départ d'une manufacture urbaine. Et que ce qui se jouait dans cette transmission, dans ces aléas, dans ces tracés incompréhensibles, c'était au travers de ces essais, au travers du regard qu'on pouvait porter ici sur la manufacture d'armes, là sur sa transformation, essayer d'une certaine façon de comprendre en imaginant la métamorphose comment c'est ce que l'on découvrait pouvait devenir une ressource pour le projet. D'autant plus que Saint-Étienne est une ville en grande difficulté économique et qu'il nous avait semblé qu'il était tout à fait nécessaire que l'économie ici, comme nous l'avions revendiqué et dit, devienne inventive. Et que cette façon d'utiliser ce qu'on voyait était aussi une façon de rendre l'économie inventive et de passer du temps à comprendre derrière les images que nous voyons ce qu'elles pouvaient porter, sachant que ça nous prendrait du temps et qu'il serait nécessaire d'entreprendre des travaux d'ailleurs pour pouvoir le comprendre d'autant mieux. Et que les travaux n'étaient pas une façon d'accomplir seulement un projet, qu'ils étaient la condition pour le découvrir. Et pour comprendre que derrière ces bâtiments, sous ces abris, il y avait aussi d'autres trésors et d'autres ressources. Et qu'inventer, c'était aussi inventer avec tout cela, avec autant de liberté, que celle des artistes contemporains dans Saint-Étienne, à la deuxième collection après le Centre Pompidou. Inventer autrement le design, inventer le design dans la manufacture, c'est-à-dire un design qui ne serait pas simplement un design exogène, mais un design qui aurait à voir avec ce qui est endogène, c'est-à-dire un design qui se servirait de ce que l'on trouve sur place, et pas seulement un design d'import-export, comme le lieu, la manufacture d'armes, pourrait le laisser croire. Mais enfin, ces âmes partaient à l'autre bout du monde, le long de la première voie ferrée, vers l'Amérique, pour Lafayette, et faire des États-Unis le premier pays avant Haïti à être libre sur le continent américain. Et donc cet endroit que l'on croyait reclus au fond d'une vallée est en vérité ouvert sur le monde. Et ce qui était indéchiffrable dans ces réseaux
comme ce qui était indéchiffrable tout à l'heure, le long des voies ferrées de la gare de la Folie, ou au Grou, est tout aussi indéchiffrable ici, mais en fait dessine sous nos yeux une ville nouvelle industrielle dont on n'a pas les codes. Et peut-être faut-il, en entreprenant ce projet, apprendre à la comprendre, à la cartographier, à l'écrire et à la lire pour pouvoir en partager les codes. Et puisqu'elle est indéchiffrable, essayer de la déchiffrer à plusieurs. Et faire que, comme chacun le sait, personne ne sait lire les cartes, il faut donc réunir beaucoup de monde et faire une réunion publique pour que tout le monde puisse prendre la mesure, au fond, de la difficulté qu'il y a à lire ces cartes et à les comprendre, et même faire partager notre difficulté nous-mêmes à les lire et à les établir. Dans ce pays sans carte, où il faut établir à chaque fois une carte des lieux dans lesquels on doit travailler, commencer à lire ensemble la carte. Et puis discuter de la carte en train de se transformer, discuter avec ceux habitants du quartier, élus, responsables, services techniques, associations, comprendre ce qui est en train de se passer. Non pas comme quelque chose qui serait définitivement établi, mais comme quelque chose qu'on essayerait d'attraper au travers d'un rapport entre nous, eux et la réalité. La carte n'étant que le médium qui nous permet de dialoguer les uns avec les autres, et comme on l'aura compris, au travers de cette difficulté, au travers de cette distance, se servir du projet comme un espace de compréhension et comme un espace de démocratie. Pour comprendre cette vie industrielle, on peut suivre les pas de Philippe Père, conservateur du musée de la Mine, et comprendre qu'en vérité, ce territoire indéchiffrable est fait de multiples prises de position sur ce territoire le long des vallées, du Gier descendant vers le Rhône, du Furan descendant vers la Loire, remonter peut-être jusqu'à Firminy, et voir dans cette ville étendue peut-être une ville contemporaine, une ville étalée, une ville des transports, une ville des chemins de fer, une ville des ingénieurs, prenant place sur le territoire, le long des petits cours d'eau, et installant les filatures et les aciéries, les forges et les chemins de fer sur les lignes de cette géographie aux horizons duquel on voit les monts d'Ipila qui nous séparent du Rhône. Comprendre, visiter ces fantastiques hangars et cet investissement prodigieux dans ceux qui fabriquaient des armes et qui voulaient donner confiance à leurs clients en montrant qu'ils étaient là pour toujours et qui sont toujours là après que cette industrie ait quitté ces vallées et qui sont toujours là comme une possibilité, mais qu'une possibilité d'utiliser non seulement ces lieux, mais d'utiliser les liens qui existent entre ces lieux. Et au-delà de ça, même comprendre dans cette ville ce que cette autre ville qui nous est présentée a d'indéchiffrable. Et aller le long des voies ferrées qui reliaient la manufacture à la Loire, le long de laquelle le charbon et les armes descendaient jusqu'à Nantes, peut-être dans l'île de Nantes, et puis au-delà jusqu'en Amérique. Suivre ces lignes, aller voir les gares, les passages à niveau, d'autres formes d'urbanité, du chemin de fer et de la ville réconciliés, avec cette merveille du passage à niveau qui les réconcilie l'une à l'autre et qui fait qu'on passe insensiblement de ce quai de la gare à l'ombre du Cèdre, à Andrézieux, dans cette ville qui s'est développée maintenant le long de la vallée avec l'automobile, d'autres logiques et d'autres réseaux, comprendre que là, on peut aller au bord de la Loire, à Saint-Rambert, là où les bateaux partaient, dérivaient pour un voyage unique, descendant jusqu'à Nantes, portant à la fois eux-mêmes leur coque, fait de bois du forêt, et puis ce qu'elle contenait, le charbon dérivant sur la Loire. Comprendre que cette ville est en fait ouverte sur la Loire, et puis de l'autre côté, franchissant les monts du Pilat, dominant le vignoble de Condrieu, découvrir
les boucles du Rhône, descendant vers l'Ardèche et au-delà, jusqu'au port de Marseille, la Méditerranée et aux colonies qui firent la fortune de Manufrance et des fabriques d'armes. Et donc on comprend que ce monde-là, indéchiffrable, incompréhensible, en déshérence, est en vérité ouvert sur tous ces horizons. Et ce que nous voyons au travers de ces paysages, de ces ruines, de ces paysages et ruines, comme disait Diderot, c'est le récit de toutes ces aventures qui nous guident à présent dans le travail que nous entreprenons. Pour comprendre que la manufacture de la plaine est une partie du territoire, de cette ville-territoire, une étendue moderne qui va d'un fleuve à l'autre, et qui, si on avait essayé d'en éclaircir le dessin d'une façon trop hâtive, nous aurait échappé à la nécessité d'en comprendre le design pour imaginer comment la transformer. Dans cette cité qui a choisi de promouvoir le design, qui a construit une cité, d'imaginer que ce design doit apprendre à n'être pas un design colonisateur, doit apprendre à être un design d'intelligence avec ces situations, de compréhension des situations dans lesquelles nous sommes. Ce qui nous amène à passer insensiblement de Saint-Étienne à la région bordelaise. Je vous avais dit qu'il fallait voyager quelque peu. Et faire de longs parcours en passant par Bordeaux pour parler un instant à Blanquefort de cette expression qui avait donné le titre à l'exposition qu'on avait installée à Arc-en-Rêve et qui s'appelait « Situation construite ». Puisque nous avions, à partir du plan guide, et puisque le maire de Blanquefort nous demandait d'établir un plan guide pour sa commune, fait une visite. Donc, je lui avais dit, je ne pense pas que ça soit tout à fait transportable. En fait, cette situation de Blanquefort mérite peut-être qu'on invente une autre idée. Le plan guide n'a pas comme vocation de se transporter ici et là et de passer des 337 hectares de Nantes au centre de la commune de Blanquefort, à sa ZAC et à ses quelques constructions. Enfin, on est dans un autre agenda, on est dans une autre situation. Et donc, pensant à ces situations, on s'est dit que peut-être cette démarche pourrait s'appeler situation construite. Encouragé en cela par la candidature de Bordeaux pour être capitale culturelle en 2013, et on avait fait cette proposition d'ailleurs d'étendre aux 27 communes de l'agglomération cette idée de situation construite qui consistait au fond à se servir de repérage pour inventer des projets. En se disant que dans cette étendue territoriale qui représente à peu près 1/1000 de la surface du territoire français, et où se trouvent les vignobles de Bordeaux, qui sont connus dans le monde entier, appréciés pour les moindres différences qui permettent de reconnaître un cru d'un autre, apprécier cette parcelle de Haut-Brion à Pessac, ou au contraire aller sur les coteaux du Médoc, un peu plus loin que Blanquefort, vers d'autres sites. Au fond, ce terroir, mot terriblement ambigu, réactionnaire, difficile à utiliser, peut-être ce terroir auquel on prête tous les mérites quand il s'agit du vin devient une véritable infamie quand il s'agit d'urbanisme, puisque la communauté urbaine n'a de cesse que de tout unifier, les candélabres, les routes, les passages cloutés, les pistes cyclables, les directives architecturales, le PLU et tout le règlement qui s'ensuit. Et que d'une certaine façon, entre la décision de faire quelque chose ici et la possibilité de le faire, il y a désormais une sorte d'organisation
extrêmement efficace qui fait qu'une idée n'arrive jamais à toucher son but. Et qu'il est urgent, il est nécessaire de revenir, comme on dit dans une partie de rugby à la 70e minute, aux fondamentaux. Et ces fondamentaux-là sont ceux du site. Et donc, ce que nous avons fait avec Vincent Feltès, c'est de repérer l'endroit. Et il m'a simplement raconté, dans une promenade, ce qui se passait et ce qu'on pouvait faire. Et à un moment donné, on s'est retrouvés devant la ferme. Il m'a dit, voilà, la communauté urbaine a acheté le terrain, il est à nous, et donc maintenant on va pouvoir démolir la ferme pour construire. Et donc, je lui dis, mais c'est terrible, parce que si vous avez acheté ce terrain, ce n'est pas pour démolir la ferme. Oui, mais le prix du terrain est tel que pour payer le terrain, il va falloir démolir. Donc on s'est dit, voilà une situation construite. Et voilà une façon de poser la question, comment, à partir de là, peut-on se servir de ce patrimoine bien maigre, au fond, pour imaginer la vie autrement? Pour imaginer qu'ici, il n'y a pas de la contrainte, au fond, mais il y a un espace de liberté. Et que le profil de cette maison peut donner lieu, par exemple, à un profil de la nouvelle construction. Et que ce profil, il est réglé sur la construction qu'on a vue, mais d'une certaine façon, il suppose un autre usage, une double hauteur, pas tout à fait assez haute, pas tout à fait assez large. Et dans cette difficulté de rentrer à l'intérieur de cette situation spécifique, sont réinterrogées les certitudes du projet, du programme et des moyens de le faire. Sont réinterrogées les certitudes sur la valeur des terrains, et il y avait crayonné à la craie sur la porte de la grange cette phrase écrite par les enfants de la ferme, disons, cette maison ne sera jamais à personne sauf au la bonne, c'est le nom des habitants. Au fond, comment on a pu faire pour mettre à profit des délaissés, là, près de cette piscine Canton, ce terrain engazonné qui ne servait pas et qui appartenait à la commune pour pouvoir construire. Et en faisant ça, on a fini par pouvoir construire ici et là, sur des délaissés, en gardant la ferme, à l'intérieur de ces maisons construites au fil du temps, dans la réalité de ce qu'est le centre de cette commune de Blanquefort, de prendre place à l'intérieur de ceci. Et de considérer que ceci était aussi l'héritage, ce paysage préexistant, où sûrement le règlement du PLU en appelait à l'harmonie et au choix des couleurs et des volumes. Mais au-delà de ça, à la possibilité d'inventer le programme de 30 maisons à l'intérieur de terrains appartenant à la commune ou à la communauté urbaine, et pour passer plus vite qui n'était en train de le faire une ZAC en gestation depuis 12 ans, à l'intérieur, dans ce secteur-là, au centre de la ville. Et se dire d'une certaine façon, en lançant cette opération, en imaginant comment on peut faire à partir de situations existantes, d'imaginer que ce patrimoine, au fond, cet état des lieux, pouvait non seulement renseigner le projet, mais nous aider aussi à reprendre pied d'une certaine façon sur le site, comme le font ici au milieu du champ lors d'une autre visite Vincent Feltès et Chantal Bulteau, respectivement maire, président de la communauté urbaine et adjointe à l'urbanisme de la commune, où au fond ils sont là où ils devraient être, c'est-à-dire sur le site, en train de regarder ce qui pourrait advenir, de regarder et de comprendre dans quelle situation sommes-nous et que pourrions-nous faire de ce que l'on voit. Et c'est bien à cela que servent les plans, c'est bien à cela que servent ces situations, à déplacer les questions, à les reposer autrement, à comprendre en parcourant ici Ésine, là aussi cette commune d'Ésine, ou encore ici dans une rue, comprendre cette exception, cette construction, aller voir cette construction en briques, peut-être s'intéresser à son chaînage, à ces briques médocaines,
que sais-je, se dire que là-dedans, dans ce dédale, dans cette compréhension, il y a quelque chose qui naturellement échappe aux règles, aux PLU les plus fins, les plus attentifs, aux règles communautaires les plus subtiles, qu'il y a autre chose qui est de cet ordre-là, de ce qu'on verrait sur cette photo, et qui finit par échapper à tout le monde et que plus personne ne sait attraper. Et donc il est peut-être nécessaire de revenir là, dans cette rue fort heureusement pas encore traitée par la communauté urbaine et qui ne ressemble à rien de ce que le règlement de voirie impose et qui pourtant est indiscutablement fait indiscutablement partie de ce qu'on pourrait appeler le patrimoine de cette ville, presque son patrimoine génétique, comme cette exception qui pourrait être une exception culturelle ou paysagère, certainement menacée par je ne sais quelle piste cyclable, caniveau double revers, potelets en plastique, poteaux d'éclairage peints aux couleurs de la communauté, tout ce qui serait conforme finalement à cette horreur de la ville étalée, à cette ville qu'on voudrait tellement plus dense et tellement plus conforme à tous ces plans d'urbanisme, à tous ces règlements et à tout ce dispositif administratif et réglementaire qui finit par empêcher finalement que cette simple visite des lieux, ici dans la ferme, près du chai, avec la ville et la vigne, et peut-être la ville à venir, en se disant comment construit-on ici et pourquoi construit-on ici. Comme on peut aller sur le pont du chemin de fer, qui s'appelle tantôt le pont du Dorat ou le pont Karl Marx, puisqu'il est sur l'avenue Lénine à Bègles, et voir au loin la gare Saint-Jean, et se dire que là, il y a la gare de Bègles, et peut-être sur ce pont, l'interconnexion avec le futur tramway de cette ville et de cette communauté urbaine qui a le plus grand réseau d'Europe ou de France, enfin de France, de tramway. Et se dire ici, on est dans une intermodalité future entre l'étoile ferroviaire de Saint-Jean et le passage du tramway. Et comment, avec tout ce qu'on a vu, comment dans ce lieu même, comment ici et nulle part ailleurs pourrait-on construire la ville? À partir de ce qui est là, à partir de son héritage, et c'est précisément pour ça qu'on a entrepris toutes ces visites avec des maires, ici à bicyclette, ici en voiture, ici à pied, pour reparcourir la ville et reformuler ces questions et dire qu'au fond, il était de notre responsabilité d'aller planter notre yourte sur ce pont-là et de reposer la question. Et de dire à quoi sert ce patrimoine-là? À quoi sert ce que l'on voit sur cette image si ça n'est à poser autrement la question de ces mots qui finissent par recouvrir, au fond, sous des acceptions bizarres et curieuses, la réalité qu'on saurait imaginer. Et insensiblement, de ces situations construites, je viens à Nancy, pour finir par là où j'ai commencé, mais en faisant un petit détour sur les rives de Meurthe, pour vous raconter une histoire qui est celle de l'agence d'urbanisme de Nancy, qui n'est pas sans rapport avec le sujet qu'on évoque. Puisque voilà, on avait fait un projet pour l'agence d'urbanisme, un nouveau bâtiment, dans un nouveau quartier, au bord de l'eau. Et puis, avec l'aménageur, la Solorem, on a cherché à financer ce projet. Et donc, on a cherché un investisseur, parce que la communauté, qui devait assurer les loyers pour pouvoir loger l'agence d'urbanisme, n'avait pas les moyens d'investir ou se poser la question de la pertinence de l'investissement. Et donc, on a reçu des investisseurs à qui on a montré le projet que nous avions fait d'une agence ouverte comme des plateaux regardant la ville, avec une sorte de grande serre dans laquelle on aurait pu cultiver les orangers et
voilà, et puis penser comme ça la ville autrement, et avoir une grande salle où on pourrait afficher des cartes, et faire que cette agence d'urbanisme représente au fond le renouveau de la ville sur elle-même, et une espèce de volonté comme ça, une ambition de transformation. Et puis les investisseurs nous ont dit, oui c'est très bien, mais alors il faudrait quand même que ce soit un bâtiment qu'on puisse louer à d'autres gens, donc les singularités de ce bâtiment, ce serait utile de pouvoir les gommer. La serre, on n'est pas tout à fait sûr de savoir la payer, puis les surfaces, il va falloir les réduire. Et à la fin, on s'est retrouvé avec un petit bâtiment de bureau qui faisait la moitié de la surface. On n'était plus tout à fait sûr de faire la serre. La seule chose dont on était certain, à la fin de cette discussion, c'est qu'on savait de combien d'argent on pouvait disposer pour construire. Et c'est finalement la partie du programme la plus utile et la plus pertinente. Et donc, avec cette somme d'argent en poche, si j'ose dire, enfin, personne ne nous l'avait donné, on est retourné sur le site. Et sur le site, on a vu un bâtiment des anciens abattoirs. Et on s'est dit, tiens, mais finalement, pourquoi on l'avait démoli, ce bâtiment ? Et on a commencé, on est rentré dedans, on l'a visité. Il était assez grand. Il avait été jugé trop inconfortable pour y mettre l'agence d'urbanisme parce qu'il n'était pas conforme à son programme. Et que le programme, enfin, l'idée que chacun s'était fait de ce que devait être l'agence, ne cadrait pas avec cet ancien bâtiment des abattoirs. Mais par contre, on a commencé à imaginer que peut-être il était en harmonie avec l'argent dont nous disposions pour faire là une agence d'urbanisme. Et que peut-être on pourrait la faire plus grande, mais que sans doute, il faudrait revoir le programme. Mais au-delà du programme, il faudrait même aller avec les utilisateurs sur place pour qu'ils acceptent d'être dans un endroit pareil et d'être dans des bureaux qui ne ressembleraient pas nécessairement aux bureaux qu'ils avaient imaginés avec le programmiste. Et que la taille respective des locaux de rangement allait changer. Et donc, on a fait ces relevés de ces structures. Et puis, on a commencé à voir comment on pouvait construire cette agence comme un lieu dans lequel, par exemple, les archives et les salles de travail, la réunion et les bureaux pourraient être mélangés et mêlés. Et cette idée est devenue tout d'un coup très intéressante. Parce que qu'est-ce que c'est que les archives d'une agence d'urbanisme, si ce n'est l'ensemble des dossiers qui permettent d'avoir cette connaissance fine du terrain, peut-être les cartes, peut-être les éléments dont on doit disposer pour travailler. Et à partir de là, on a aussi commencé à imaginer comment cet endroit pouvait fabriquer d'autres relations de travail, d'autres espaces de travail. Et on s'est dit que ça donnait un plan bizarre, mais finalement beaucoup plus intéressant. Et que cette contingence du plan, avec laquelle on est toujours en train de se débattre, pouvait peut-être nous guider et faire en sorte qu'on construise autrement l'agence d'urbanisme, avec plus de surface, plus vite, moins cher, à une seule condition, c'est qu'on arrive à relativiser les propositions de chacun et à faire que le projet soit l'occasion de déplacer un peu les positions initiales que chacun occupait sur l'échiquier. C'est-à-dire que le projet ne soit plus l'exécution d'un programme ou de l'origine de son projet, mais repose, au fond, la question de sa nécessité. Que ce déplacement, ce n'était pas seulement la préservation des pierres, qui d'une certaine façon nous intéressait assez peu, mais c'était l'occasion qu'elles offraient. L'occasion qu'elles offraient de faire autrement. L'occasion qu'elles présentaient de reposer la question différemment. Et comme nous étions urbanistes de ce quartier, on avait aussi imaginé se confronter tout au contraire de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire à faire à l'intérieur du quartier dont on avait depuis de longues années la charge, aux côtés de la ville, puisque c'est depuis début des années 90 que nous travaillons là, dans une relation où s'est construit non seulement un rapport de travail, mais un rapport de confiance très particulier, de connaissance, qui fait que ce territoire qui
quand je disais tout à l'heure l'agence est une fenêtre ouverte, elle est aussi au bout des murs qui enferment le terrain dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi les rues de cette ville de Nancy, qui forment comme une sorte de territoire composite comme ça, qui assemble des lieux apparemment distincts les uns des autres. Et donc nous avons construit à l'intérieur du projet dont nous nous occupons un programme, par ailleurs, où le programme devient là presque le contexte, avec un parking, des commerces, des logements et d'autres parkings publics, où d'une certaine façon la construction devient la poursuite au fond de l'exploration de la ville par d'autres moyens, et où la question du confort, de la vue, du point de vue qui est donné depuis l'intérieur, de cette façon de continuer finalement à imaginer le rapport qui peut exister entre le dedans et le dehors, entre l'habitat et le projet, déplace aussi le fait que le projet urbain n'est pas seulement lié aux apparences, comme le demande aujourd'hui le permis de construire, comme si on ne s'intéressait qu'aux enveloppes, quoi, et non pas au confort de l'habitat, comme si on n'était pas là dans l'espace le plus privé de l'espace public, dans la partie la plus privée d'un espace public, dans lequel finalement l'appartement, le lieu dans lequel on habite, l'endroit dans lequel on monte pour garer sa voiture, cette rue, cette promenade à plat ici qui mène vers l'église Saint-Georges et qui se développe le long d'une rampe pour monter dans le parking, finalement comme si cet espace de stationnement, répondant au programme, n'était pas aussi une manière de regarder la ville, n'était pas aussi une imagination sur ce que pouvait être une rue qui se prolongeait en montant dans un bâtiment pour dégager un point de vue qui permette, depuis les rives de Meurthe, de voir les horizons de la ville, et en haut des horizons de la ville, les deux plus grandes barres de France, construites entre 1958 et 1952 par Bernard Zerfus, le haut du Lièvre, avec le tilleul argenté et le cèdre bleu. Et puisque j'ai commencé tout à l'heure par parler de cela, nous allons y venir. Là, sur la place Stanislas, dans le bureau du maire, puisque seulement 200 ans séparent les ordonnancements d'Héré et ceux de Zerfus, seulement 120 mètres de dénivelé, seulement 2 kilomètres. Et pourtant, d'un côté, on est dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, et de l'autre côté, dans un quartier en rue. Et pourtant, la distance qui sépare une extrémité du cèdre bleu de l'autre est celle qui sépare la mairie sur la place Stanislas du palais du gouverneur à l'extrémité de la place Carrière. Et pourtant, la direction indiquée par les deux barres, construite par Bernard Zerfus, est celle choisie par Stanislas pour ouvrir la ville vers Paris et faire que cette ville construite longtemps sur cet axe nord-sud se développe désormais vers l'ouest et vers l'Occident. Et dans cette confrontation, finalement, entre ce qui est patrimonial et ce qui ne l'est pas, on s'est interrogé en se disant, mais essayons de construire, comment prendre cet héritage, comment prendre l'héritage, celui-là et l'autre, comment les prendre ensemble, depuis ce point de vue, puisqu'après tout, c'est le point de vue sur la place Stanislas, tel que le voit le maire de Nancy, qui est aussi président de la communauté urbaine. Donc ce choc incroyable entre cette ville d'en bas et cette ville d'en haut, cette ville des uns et cette ville des autres, qui résume ce
presque ces connivences, mais ce divorce aussi, cette fracture qui existe aujourd'hui, comment le comprendre, comment le résoudre, comment y travailler. D'ailleurs, peut-on seulement le faire? Et pour le faire, on a commencé aussi à dresser la carte, parce qu'il fallait comprendre finalement comment, travaillant dans plusieurs endroits dans la même ville, on travaillait différemment ici et là. Et comprendre dans la représentation de cette ville, avec ces différentes villes dans la ville des bords de Meurthe, la ville de Stanislas, la ville vieille, la ville de Charles III, la ville du chemin de fer, la ville de l'école de Nancy sur les coteaux, la ville de la forêt, toutes ces villes assemblées pouvaient aussi dessiner comme ça ce territoire. Et que ce dont nous parlions était aussi représenté sur cette carte entre les deux plus grandes barres de France et l'ordonnancement urbain magnifique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'un construit par l'architecte qui fut chargé de la cérémonie funèbre d'André Malraux, et l'autre construit par Emmanuel Héré pour un prince éclairé, roi de Pologne, élu, arrivé à Nancy, est devenu l'homme qui transforma cette ville avec cette place Stanislas et qui l'ouvrit aux lumières et aux esprits. Et c'est justement le plan de cette ville du Haut qu'on avait mis à la demande d'André Rossino dans la ville du Bas, dans les grands salons de l'impératrice, sur la place Stanislas, pour dire tout simplement que la transformation de cette ville du Haut était aussi l'affaire de la ville du Bas, et que cette ville du Haut n'était pas une autre ville, mais qu'elle était la même ville, et que ce patrimoine-là, il était bien le même patrimoine. Et que André Rossino me rappelait qu'il avait habité dans ce bâtiment qu'il voyait désormais de son bureau sur le haut du Lièvre, et qu'on voyait bien qu'on était à la fois dans la ville des autres et aussi une autre ville, mais qu'en même temps, il était possible à partir de là de construire autre chose et autrement, et c'est ce que je vais essayer de parcourir un peu avec vous, pour vous montrer comment ce territoire-là, ce territoire marqué par ces deux barres, et puis la carrière Solvay, le préverdissement, tout ce que le ministère a inventé comme procédure de transformation, d'accompagnement des grands ensembles et des cités est passé par là. Et a permis d'ailleurs de garder ce quartier dans un état d'équilibre à la fois du point de vue de l'état des bâtiments et de l'équilibre général du quartier, qui n'est pas totalement défait et qui est encore composé, et qui a traversé toutes ces épreuves et qui est là aussi comme un héritage, et nous l'avons pris comme ça. Et au premier plan, caché dans les arbres, il y a la maison d'un personnage qui fut le maire de Nancy à la Libération et qui est connu plutôt dans les milieux de l'architecture, qui s'appelle Jean Prouvé, et qui habite sur le coteau en contrebas du haut du Lièvre. Et donc voilà comment on a imaginé qu'on pouvait se servir de cette géométrie ici du tilleul et du cèdre pour commencer à transformer ce site et imaginer que ces bâtiments qui pourraient s'ouvrir sur la ville pourraient ainsi accompagner, ouvrir la vue sur l'autre ville. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire faire que cette extraordinaire capacité au fond des carrières Solvay, avec la trace de son préverdissement de 1985, comment on pouvait à la fois garder ces constructions, les restaurer, et puis en même temps peut-être trouver un rapport entre l'un et l'autre. Fait que cette barrière ne se dresse pas entre cet autre site-là de Solvay et puis la ville en contrebas. Et faire peut-être qu'en ouvrant comme ça
une fenêtre de l'une à l'autre, on puisse trouver une correspondance entre ces deux villes. Imaginez surtout qu'on pourrait restaurer ces bâtiments, qu'on pourrait imaginer apporter du soin à les faire aussi bien qu'ils étaient quand ça avait été construit en 1962. Et puis ajouter d'autres constructions autour. Et puis mettre en évidence cette vue qu'on a depuis le Tilleul sur la ville entière, sur les horizons de Nancy, et au-delà, jusque dans la vallée de la Meurthe, jusqu'aux Vosges à l'horizon, quoi. Et se dire que la ville était aussi faite de ces possibilités comme ça, d'embrasser de sa fenêtre l'ensemble de la vue. Et de faire aussi que cette restauration attentive puisse s'accompagner d'une transformation de ce qui est au pied de ces bâtiments, et d'imaginer qu'on pouvait en accompagner, à partir de ce qui existe, à partir des rayons de giration des pompiers, la transformation. S'intéresser à la réparation de chaque chose, aux fenêtres, aux radiateurs, aux prises de courant, aux plaintes, de façon à ce que cette restauration puisse être faite d'une façon attentive, qu'un relevé des choses puisse être fait, qu'on puisse comparer l'avant et l'après, et qu'on puisse, dans cette géométrie nette de ces immeubles, imaginer comment ce qui avait poussé sur les carrières Solvay puisse être cultivé. Et à ce moment-là, je vois sur la table un article sur la tempête et une idée très intéressante dans cet article du Monde qui fait le bilan de la tempête sur la forêt de Haye, où on se rend compte que, au fond, ce qui était patrimonial dans cette forêt, ça n'était pas les arbres qui étaient tous par terre. C'était la capacité de cette forêt à se régénérer. Et en lisant cet article, je me suis dit, au fond, cette morale de la tempête, 10 ans après, elle est aussi celle de la possibilité de la renaissance de ce quartier. C'est-à-dire que ce qu'il faut préserver ici, ce ne sont pas véritablement les objets, ce ne sont pas véritablement chacune des choses qui composent que l'on voit, mais ce sont les dynamiques à l'œuvre. C'est-à-dire comme si dans la forêt, il y avait caché là, sous les pousses, quelque chose qu'il fallait pouvoir déceler. Et c'est ce qu'on a commencé à faire en imaginant que le projet de transformation de ce parc était une façon d'ouvrir là un chantier pour faire que la forêt devienne aussi une façon d'entreprendre autrement la transformation de la ville. Il se trouve qu'à Nancy, il y a une école célèbre des eaux et des forêts. Et qu'il y a eu dans cette école célèbre des eaux et des forêts un élève aussi célèbre, bien nommé, qui s'appelle Jean-Claude Nicolas Forestier, qui fut ingénieur des ponts et chaussées, puis élève de l'école forestière de Nancy, et puis, comme on le sait, chargé des parcs promenades de la ville de Paris, du jardin de Bagatelle, mais aussi du Montjuïc à Barcelone et du plan de la Havane. Et donc, on s'est dit que ce savoir forestier, il pouvait avoir avec le savoir de la ville. Et avec Gabriel Chauvel, avec qui j'étudiais il y a quelques années à l'école de Versailles, on a entrepris, au fond, d'imaginer que la façon de transformer la forêt pouvait aussi changer l'esthétique de la ville qu'on allait construire. Et qu'elle pouvait avoir à voir, si j'ose dire, avec ce potentiel qu'elle recèle en elle. Et que du projet à l'entretien, il y avait un pas qu'on pouvait faire, et que cette limite n'était pas très nette. Au fond, entretenir ou projeter. Donc les élèves de l'école de Versailles sont venus et ont récolté des pierres et ont monté des murs en pierre sèche, mais aussi des bancs ont été confectionnés. Et puis on aperçoit là au premier plan des jardins qu'on a commandés à Marc Vatinel
pour que ce lieu ne soit pas seulement un lieu de l'entretien, mais aussi d'autres imaginaires. Et que cet endroit, fait de ces traces, de ces plessis, de ces prairies ouvertes, de ces boisements, soit aussi le paysage possible pour les nouvelles constructions qui remplaçaient ou qui allaient remplacer celles qui devaient être démolies pour l'ouverture de cet ensemble de constructions sur la ville, et qui donne aussi des situations enviables aux nouveaux habitants arrivant ici à la lisière de ce parc et de cette forêt transformée. Pour montrer qu'au fond, il y avait dans ce lieu une manière d'envisager la transformation de la ville sur elle-même et d'imaginer comment, à partir de là, on pourrait à la fois prendre les gens à témoin et se servir de la ville en train de se transformer comme témoin. C'est-à-dire faire de la ville à l'essai, comme on dit, on parle des jardins d'essai, on pourrait parler de morceaux d'essai ou de morceaux témoins, et de faire qu'on puisse mettre en œuvre ici un morceau de rue avec des fossés, un bureau de poste, comme des façons de s'essayer au fond à cette transformation. Et de pouvoir s'essayer à une échelle inhabituelle, puisqu'on a entrepris de transformer en un même temps et en un temps record 100 hectares d'espace public avec la communauté urbaine, sans projet tout à fait établi par avance, mais en acceptant qu'on puisse le mettre au point chemin faisant et en respectant un budget extrêmement serré et un planning extrêmement serré, en dépensant moins de 40 € du mètre carré ou un peu plus de 40 € du mètre carré pour traiter les espaces publics. Et donc, en imaginant aussi inventer avec cette économie de moyens et se servir de ces ressources du site pour pouvoir agir massivement et changer les choses. Et donc, je reviens, que faire ici, au centre du quartier, à l'emplacement où nous aurions démoli les quelques trames du cèdre bleu? Que faire à cet emplacement-là? Ouvrir une esplanade? Ou se dire que peut-être cet endroit dont on voit encore ici la trace des murs démolis, de ces refends, de ce premier chantier de préfabrication extrêmement bien conçu, extrêmement bien dessiné, extrêmement bien construit, dont on a retrouvé les détails et les descriptifs des fabrications, et dont en réparant les immeubles, on a compris l'intelligence de la fabrication, on souhaite aussi ici que les murs de fond du rez-de-chaussée deviennent le support de nouvelles cultures. Et que ce lieu puisse être non pas un lieu dans lequel on magnifierait je ne sais quelle esplanade de la ville retrouvée dans ses grandes perspectives ouvertes jusqu'à la ligne bleue des Vosges, mais au contraire dans une façon de cultiver là des fruits et des légumes, pour que cette terre stérile porte des fruits, pour qu'on puisse, au fond, dans ce lieu-là, partager les fruits de la terre, et se dire qu'à l'emplacement où se dressaient ici les quelques trames d'habitation, on puisse continuer à y venir, à y vivre autrement, et se servir de cette tour qui est le reste de la construction du bâtiment qu'on va voir maintenant, comme cette tour des énergies qui permet d'alimenter en électricité une partie des parties communes des bâtiments restants. Et de se dire que le cœur de ce quartier pourrait être cultivé comme une exception. Et faisant ça, on n'a rien fait d'autre que ce que Pierre-Yves Caillot a fait sur la place Stanislas. Et donc, je suis allé voir Pierre-Yves Caillot, rue Bénard, dans son atelier, pour lui dire que vous m'aviez convié à cette leçon et pour lui demander comment il avait fait avec toutes les règles, toutes les préconisations, tous les règlements, tous les cahiers des charges pour transformer la place Stanislas et les bâtiments qui l'abordent. Évidemment, les pompiers peuvent entrer. Évidemment, les handicapés, les personnes à mobilité réduite peuvent se promener. Évidemment, ces bâtiments reçoivent du public. Évidemment, ils ne sont conformes aux rien, aux détails des règles qui s'appliquent partout ailleurs. Pourquoi ? Parce que là, on est dans l'exception patrimoniale.
et que cette exception patrimoniale a rendu nécessaire le fait que pour cela, le maire de Nancy, les élus qui avaient décidé de transformer cette place, prennent la mesure de la situation dans laquelle ils étaient. Et prenant la mesure de cette situation, relativisent finalement ces textes, en relativisent la portée et un regard critique sur les règles qui s'imposent à eux-mêmes. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi cette exception culturelle si propice à l'invention d'un espace aussi magnifique, de ce salon public, au fond, de cette réinvention de la ville, de cet endroit où la lumière est plus basse que partout ailleurs, où il n'y a aucun mobilier urbain, où il n'y a pas de bande podotactile, où la pente au travers des trottoirs est supérieure à la norme habituelle, où les luxes sont plus bas que partout ailleurs, à telle enseigne que Pierre-Yves Caillot a dû faire baisser le niveau de l'éclairage dans les rues alentours, pour ne pas rendre la place sombre alors qu'elle est claire, et qu'il en a simplement réglé l'intensité à la mesure de la clarté de la pierre qui reposait. Pourquoi cette courbure de la place qui fait qu'on entre désormais dans cet espace totalement transfiguré, totalement métamorphosé, pour reprendre les termes d'Edgar Morin? Pourquoi, enfin, cette exception est-elle limitée entre ces murs? Et pourquoi n'est-elle pas celle qui, précisément, s'applique là-haut, sur le haut du lièvre, entre le tilleul et le cèdre, pour que l'exception culturelle de la place Stanislas devienne tout simplement un espace témoin de notre patrimoine commun. Voilà, c'est la fin.